mais on va quand même commencer. Et donc, j'introduis cette conférence qui va porter sur la crise islandaise et les stratégies de sortie de crise de l'Islande, avec un invité ce soir qui est professeur Stefan Olafsson, invité à l'EHESS ce mois de mai, qui est professeur à l'Université d'Islande à Reykjavik, professeur de sociologie, spécialiste des politiques sociales comparées, et qui est aussi membre d'un projet collectif de l'Université d'Islande, qui est le projet EDDA, sur les dynamiques de la crise islandaise. Donc à ce titre, on connaît bien les ressorts. Donc merci de ta présence, Stéphane. Et on a ce soir deux discutants pour cette conférence. Sébastien Le Chevalier, qui est maître de conférence à l'école et aux études en sciences sociales, économiste, et dont les recherches portent sur une autre île, dans une autre contrée, un autre océan, le Japon en l'occurrence. Donc on aura sans doute des comparaisons possibles, intéressantes entre différentes scènes de crise dans ces régions. Et puis Daniel Belland, qui est aussi invité à l'EHESS ce mois-ci, professeur au Canada à l'Université de Saskatchewan en politique publique, et également spécialiste des politiques sociales comparées, en particulier dans le contexte nord-américain. Merci à tous les deux de votre présence. Avant de commencer, peut-être juste un tout petit point introductif sur cette question de la crise islandaise. Il y a sans doute un certain nombre de malentendus persistants au sujet du déroulement de cette crise, et en particulier du point de vue français, mais sans doute aussi dans d'autres pays. Premier malentendu, c'est peut-être un malentendu sur la dimension ou sur la proportion de cette crise. Sans doute parce que l'Islande est une petite île avec un faible nombre d'habitants. On avait bien vu que la crise était importante, mais on n'a peut-être pas saisi réellement la juste mesure, en tout cas en France, de cette crise, qui n'est pas simplement colossale en proportion relativement, disons, à la taille du pays. Elle est aussi tout à fait significative en termes absolus. Cette crise, avant tout bancaire, mais on va voir aussi systémique, beaucoup plus large, la faillite bancaire des trois grandes banques islandaises, Landsbanki, Glitnir et Kaupthing, et à mettre en équivalence d'une faillite comme celle de Lehman Brothers, par exemple. Donc, rapporté à l'Islande, ça fait potentiellement un certain nombre de dizaines, voire de centaines de faillites de Lehman Brothers mises ensemble. Et puis, autre malentendu peut-être sur les formes et la nature de la crise elle-même, son déroulement. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes de la crise, et qu'on peut véritablement parler d'une crise systémique, non pas seulement au sens financier et bancaire du terme, mais systémique au sens où c'est une crise aussi sociale, économique, politique, institutionnelle, et on pourrait dire morale en un certain sens, et que tous ces aspects méritent d'être regardés de plus près. Alors on aura sans doute l'occasion d'en parler un peu dans la discussion. La présentation de Stefan Olafsson ne sera pas centrée sur tous ces aspects-là, bien entendu. C'est évidemment très, très complexe. Mais je pense qu'on pourra discuter de certaines de ces questions qui ont attiré beaucoup d'attention internationale. Et puis, peut-être dernier malentendu sur l'interprétation des attitudes des Islandais, des réactions des Islandais vis-à-vis de la crise. Et là, de ce point de vue, en France, on a eu la tentation de regarder ces attitudes un petit peu comme une sorte de mobilisation face aux outrances du capitalisme financier, et puis de mettre l'accent sur l'importance des innovations démocratiques, du processus de réforme constitutionnelle qui ont suivi. Il y a eu un certain nombre d'amalgames qui ont été faits à cet égard, et je pense que la perspective qu'on pouvait avoir
de France était très différente de celle qui pouvait prévaloir en Islande au même moment. Et donc, il y aurait matière sans doute à nuancer quelque peu ces perspectives. D'autant plus que ce qui est intéressant, c'est que l'Islande a pratiquement disparu du radar, disons, médiatique français depuis lors, et qu'on en parle finalement assez peu comme auparavant, ce qui est dommage. Voilà, donc Stefan Olafsson va pouvoir nous apporter un certain nombre d'éclairages sur ces différents points. Je lui donne la parole sans plus tarder, en le remerciant à nouveau en notre nom à tous de sa présence. Okay, thank you, Johan, and good. Merci Johan et bonsoir à tous. Je vais vous parler de la sortie de crise de l'Islande et à ce titre, d'abord, quelques mots pour justifier l'intérêt de la question, la situation islandaise devant la crise financière. Ensuite, je tenterai de vous expliquer comment l'Islande a réussi donc à surmonter cette crise, à s'en sortir. Et puis, plus particulièrement, l'approche islandaise, c'est-à-dire la façon dont l'Islande a pu s'adapter et mettre en œuvre ce que j'ai appelé une stratégie de redistribution, ce qui est quand même quelque chose d'assez particulier, propre à l'Islande, qui montre une façon assez originale de répondre à la crise. Et puis les enseignements à tirer de tout cela, du cas islandais, dans le cadre du débat politique sur l'austérité, la gestion de la crise par différents moyens. Alors évidemment, on en parle beaucoup ici en Europe, mais également ailleurs. Et d'ailleurs, tout récemment, lors des élections européennes, au Parlement européen, on a peut-être trouvé dans la façon dont la crise a été gérée une explication du vote protestataire. Alors, pourquoi l'Islande est un cas particulier? C'est le premier pays à tomber, si vous voulez, en Europe dans la crise financière de 2008. Cet événement a attiré l'attention des médias à travers le monde. C'était quand même un effondrement financier spectaculaire. Les 3 banques principales du pays ont fait faillite en l'espace d'un temps très bref. Et avec elles, évidemment, les banques ont entraîné le système financier qui s'est plus ou moins effondré, puisque 90% du système financier islandais s'est effondré en l'espace d'une semaine. Alors cet effondrement a été celui d'une bulle, probablement l'éclatement de la bulle économique la plus spectaculaire, en tout cas spectaculaire par rapport à la taille de l'économie réelle du pays. Et c'était une bulle assez typique dans sa forme, mais enfin poussée à l'extrême. Et si l'on voit ce que ont été les facteurs qui ont contribué à la création de cette bulle, c'était d'abord une accumulation sans précédent de dettes, de spéculations, disons, notamment financières, mais c'était le secteur financier, mais également, d'une manière générale, le secteur des affaires en général, qui brassait des sommes spectaculaires pour racheter d'autres entreprises, non seulement en Islande, mais dans d'autres pays, en Scandinavie, en Grande-Bretagne. Enfin, tout un mouvement d'acquisition, souvent par la dette. Hein. C'était ce qu'on appelle des spéculations, puisque c'était des achats financés par la dette. Il y avait également une bulle immobilière, mais elle était secondaire. Elle était presque un effet secondaire de cette spéculation, puisque cette manifestation immobilière était le fait d'une petite poignée de l'élite islandaise. Alors, Ragaf et Rogot, qui ont écrit des ouvrages sur cette crise, se sont interrogés sur cette accumulation de dettes. Ils ont publié cet ouvrage en 2010 et on a vu que l'accumulation de dettes, non seulement en Islande, mais également en Irlande, était en tout cas en Islande le niveau le plus élevé qu'ils avaient jamais vu. La crise de la dette islandaise a commencé plus tard qu'en Irlande, mais elle a largement dépassé, rattrapé puis dépassé, ce qui fait que
le volume de dettes accumulées et le volume de spéculation associé à ce type de dette et d'opérations de spéculation financées par la dette était bien plus important en Islande qu'en Irlande. Et évidemment, quand cette bulle a éclaté, lorsque la crise a éclaté, l'effet en a été d'autant plus spectaculaire et l'un des plus spectaculaires de tout ce qui a été constaté dans l'histoire récente, ce qui fait que de quelques points de vue que l'on se place, il est incontestable qu'il s'est agi ici d'un effondrement financier gigantesque, mais 5 ans plus tard, on se rend compte que finalement les conséquences n'ont pas été aussi catastrophiques qu'on aurait pu le craindre. Et c'est ça qui est quand même assez intéressant. On voit ce qu'ont été les réactions sur le plan politique ou de la gestion de la crise, la mise en place de dispositifs institutionnels qui ont pu répondre à la crise d'une telle façon que les effets en ont été mitigés. C'est la façon dont l'Islande a pu se sortir de la crise en y laissant peut-être moins de plumes que ce que l'on aurait pu penser, que ce que de nombreux observateurs auraient pu penser. Alors, quelques chiffres d'abord sur l'évolution de la situation islandaise au fur et à mesure du déroulement de la crise. Ce que vous avez ici, c'est un histogramme. En noir, vous avez le niveau cumulé de la dette et de la contraction du PIB. Alors vous avez, c'est dans différents pays. En Grèce, par exemple, la crise, ça c'est les barres verticales allant vers le haut en gris clair. Et donc ça c'est la durée de la crise. Et les barres en gris foncé vers le bas indiquent le niveau de contraction du PIB. Donc cette contraction en Grèce s'est prolongée pendant 6 ans, enfin jusqu'à ce jour donc, et le niveau de contraction du PIB est de l'ordre de 26%, ce qui est l'équivalent de ce qui s'est passé pendant la grande crise, la Grande Dépression aux États-Unis entre 1929 et 1932. Alors ça, c'était la situation en Grèce, mais en Irlande, c'était de 11% que le PIB s'est réduit, s'est contracté sur une période seulement de 2 ans. Donc ce sont des chiffres moins spectaculaires. Il y a des pays qui s'en sont encore mieux sortis. L'Irlande, finalement, a connu un niveau de contraction analogue de 10%, mais lui, ce phénomène s'est étiré sur une période plus longue, de 4 ans, par rapport aux 2 ans de l'Islande. Et puis tout à gauche, vous avez la situation, enfin la moyenne de l'Europe, qui est de 5% sur une période de 2 ans, mais ça, c'est en moyenne. Alors, sur la diapo suivante, vous avez une comparaison plus directe de ce qu'a été donc la contraction du PIB en Islande par rapport à la zone euro. Et là, vous avez donc les différentes courbes. En noir, vous avez l'Islande, en vert, les pays de la zone euro, et puis les lignes en pointillés indiquent les taux de chômage en Islande et dans la zone euro. Alors, vous avez évidemment une chute évidemment de la croissance en Islande, mais ensuite l'Islande s'est ressaisie plus rapidement que le reste de l'Europe ou de la zone euro, puisqu'elle a connu une croissance de 6% en 2011, un peu moins en 2012, et la croissance a redémarré en 2013. Et ce qui est prévu pour 2014, c'est une croissance de 3,7%, une croissance économique de 3,7%. Et ce qui est attendu pour 2015, enfin, ce sont des indicateurs avancés, mais qui semblent prévoir une croissance qui dépasserait les 5%. Donc, donc les perspectives sont plutôt encourageantes, et donc la reprise a été constante depuis 2011. Alors, évidemment, ce ne sont pas des taux de croissance spectaculaires sur le plan historique, mais enfin, par rapport au reste de la zone euro, encore une fois, nous avons affaire ici à des taux de croissance tout à fait respectables par rapport à d'autres pays. Alors, une autre comparaison plus pertinente par rapport à l'Irlande, cette fois. Alors, l'Irlande est probablement le pays qui se rapproche le plus de l'Islande dans la mesure où, là encore, il y a eu ce phénomène de bulle et d'éclatement de la bulle suivi de l'effondrement de tout un système. Et lorsque l'on compare les niveaux de PIB
eh bien, l'Irlande a chuté plus rapidement, mais s'est ressaisie plus rapidement également. Mais ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le double bit, cette double dip, cette rechute de la dépression, ou de la récession en tout cas, qui s'est caractérisée notamment par des niveaux de chômage accrus, qui sont les conséquences en fait des conditions imposées aussi bien par la Banque centrale européenne que par le FMI. Donc là, vous avez eu cette rechute en Irlande qu'on n'a pas retrouvée en Islande. Et puis, les chiffres du chômage. Les chiffres du chômage sont assez significatifs puisqu'en Irlande, on a eu des taux plus élevés qu'en Islande et de loin. Mais le chômage s'est ralenti plus lentement qu'en Islande. Alors qu'en Islande, il y a une chute rapide du chômage depuis 2010, alors qu'en Irlande, ce n'est qu'en 2013 que tout doucement le chômage a commencé à se tasser en se maintenant à des niveaux quand même assez élevés. Et là encore, le succès de l'Islande dans sa lutte contre le chômage est tout à fait exceptionnel. C'est en fait, là on est en février de cette année, et vous voyez que l'Islande connaît au 5e rang cette fois c'est l'OCDE, c'est pas simplement la zone euro. Vous avez également les États-Unis, mais donc sur l'ensemble des pays développés, vous avez également le Japon. L'Islande est vraiment en tête de liste, figure parmi et le 5e en termes de niveau de chômage. Donc vous avez une véritable réussite ici. Pour ce qui est de la dette publique qui avait dépassé 100%, elle s'est ramenée à 95%. Maintenant, on est peut-être à 90% du PIB. Donc là, c'est encore une fois une amélioration. Alors, ce qu'il faut souligner ici, c'est que l'une des conséquences de cet effondrement, c'est que la couronne islandaise, qui est probablement la plus petite monnaie du monde, cette monnaie, évidemment, s'est effondrée, elle aussi. Elle a été dévaluée. Mais il y a eu donc un phénomène d'inflation qui s'est accompagné de cette dévalorisation de cette monnaie. Et vous avez donc l'indice de la consommation qui s'est également contracté, mais qui remonte tout doucement. Alors, et là, vous avez également l'indice des revenus réels, c'est-à-dire les revenus disponibles, se sont contractés plus rapidement que la consommation, de près de 20%, mais grâce aux politiques de l'État, les revenus disponibles réels des ménages, enfin, les plus modestes, ont diminué, certes, mais moins, pas plus que 9%, alors que les 10%, si vous voulez, du haut de l'élite, si vous voulez, islandaise, a connu une contraction beaucoup plus sévère, de l'ordre de 40%, au fort de la crise. Alors, on peut s'interroger sur la façon dont la crise a été gérée. Le grand débat politique a été de savoir s'il fallait mettre en place des mesures de relance keynésienne ou des mesures d'austérité. Et dans la mesure où l'Islande a réussi à faire redémarrer sa croissance de manière soutenue et durable avec de faibles niveaux de chômage, évidemment, il semblerait que la méthode islandaise est un exemple de réussite des mesures de relance keynésienne. Mais cela n'explique qu'une partie de l'histoire, dans la mesure où il y avait à la fois des mesures de relance, mais également des mesures d'austérité. C'était une approche mixte, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des pays occidentaux qui ont été touchés par la crise financière. La première réaction a été de mettre en place des mesures de relance,
et dans certains cas, on a eu affaire à des mesures assez importantes, puisqu'il y avait un accroissement des dépenses publiques visant à relancer l'économie pour contrecarrer la crise. Certaines de ces dépenses, finalement, n'ont bénéficié qu'aux caisses d'épargne qui ont pu reprendre ainsi sur elles les coûts de la crise. Mais ensuite, on est passé de ces mesures de relance à des mesures d'austérité. Donc, dans un cas où on poussait, on favorisait la dépense, dans l'autre cas, on réduisait la dette. Et c'est évidemment une démarche à double tranchant qu'on retrouve assez couramment, dans la mesure où vous avez des niveaux très élevés de dette. Eh bien, vous avez dans un premier temps la dette privée qui est reprise par le contribuable, par l'État en fait. Mais en Islande, c'était pas exactement cela. Vous avez eu un programme d'urgence qui avait été administré par le FMI. Curieusement, le FMI a plutôt agi de manière positive. On s'attendait au pire venant des antécédents du FMI dans la gestion des crises financières des années 90. Nous étions plutôt inquiets, mais en fait non. Les choses ont été faites assez correctement. Il y a eu un plan visant à réduire la dette de l'État, que vous voyez ici, puisque c'est ces dernières colonnes à la droite, en bas à droite de la diapo, en laissant à la discrétion du gouvernement islandais la façon dont ces réductions de la dette serait atteinte. Donc c'était le gouvernement qui déciderait de quelle façon il fallait d'une part réduire les dépenses publiques et d'autre part accroître les recettes fiscales. Et il y a eu un cocktail, enfin plutôt un mélange des deux, avec mais encore une fois, le résultat net de la dépense était une réduction, mais il y a eu des augmentations des dépenses dans certains cas et des réductions plus fortes que d'autres. Et de même, sur le plan des recettes fiscales, il y a eu d'une manière générale un accroissement des recettes fiscales, mais elles étaient accompagnées, elles se décomposaient plutôt entre une augmentation des impôts pour certaines classes qui étaient privilégiées par rapport à des réductions d'impôts pour les moins bien nantis. Alors, vous aviez également un coût direct qui a été consacré, disons, à la reconstruction du système financier. C'était en 2008, donc. Mais après 2008, il n'y a eu que des dépenses, disons, de relance, qui constituaient à créer de l'emploi et à accorder un soutien à l'industrie, enfin des mesures, donc, cette fois, de relance. Mais ça, encore une fois, c'est passé dans un premier temps à une période où donc ces mesures de relance ont coûté à l'État puisque les recettes fiscales diminuaient et les dépenses augmentaient. Et puis ensuite, le mouvement s'est inversé. Et cette inversion a satisfait le FMI qui a estimé que finalement les choses avaient été gérées de manière correcte et que les politiques préconisées étaient couronnées de succès. Et donc une conférence a été organisée en Islande et il y avait Stiglitz, Paul Krugman qui étaient invités pour saluer les efforts et la réussite aussi bien du gouvernement islandais que des mesures d'accompagnement du FMI. Alors, c'est pas comme si le budget avait été parfaitement équilibré à cette date en 2010, mais enfin cette année on y est presque. On est presque à l'équilibre. Alors, en bref, ce que vous avez ici, et ça c'est relativement pertinent quand même pour cet argument relance versus ou contre austérité, dans quelle mesure on peut utiliser les deux moyens. Quand on parle d'austérité, finalement, la notion n'est pas toujours claire pour tous. De même, lorsqu'on parle de relance, on n'a peut-être pas la même chose en tête. Alors, c'est intéressant de creuser un petit peu parce que souvent, on parle beaucoup de ces questions dans les milieux politiques et on suppose acquis le sens de ces notions. Mais en fait, aussi bien pour ce qui est de la relance que pour ce qui est des austérités, des mesures d'austérité, elles peuvent être comprises de manière aussi bien absolue que relative. C'est-à-dire qu'il s'agit exactement de voir quelles mesures sont couronnées de succès, lesquelles finalement n'ont pas d'incidence et dans quelle mesure certaines mesures de relance peuvent être compensées par d'autres. Et là, on voit comment les choses ont évolué depuis 2008.
on voit que les pays qui étaient véritablement enfoncés dans la crise ont pour la plupart creuser leur déficit public. Alors vous avez l'Irlande qui est en tête de liste, si l'on peut dire, mais qui est en tête de liste parce que l'Irlande a voulu sauver ses banques. C'est-à-dire que, le contribuable a sauvé les banques, ce qui n'était pas le cas de l'Islande. Et pour autant, l'Islande a quand même connu un gros déficit. Il suffit pour la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la Lituanie, et le Royaume-Uni d'ailleurs a connu une accumulation de son déficit public. Mais alors, ce qui est intéressant par rapport à la situation islandaise, et ça c'est ce que j'appellerais la stratégie de redistribution, eh bien, c'est que l'Islande n'a pas, si vous voulez, décroché le record du monde de la dépense publique ou de la relance keynésienne, même s'il y a eu une augmentation des dépenses publiques et un peu de mesures de relance. Non, ce qui est intéressant en Islande, c'était une démarche de redistribution constructive. Ce qui s'est passé donc, c'est que il y a eu des dépenses sociales qui se sont accrues. Bon, il faut savoir quand même qu'en Islande, il y a un niveau de protection sociale assez élevé. Bon, ça n'est peut-être pas le plus élevé du monde, mais les dépenses publiques ont ciblé spécifiquement les ménages les plus modestes, tout en réduisant les avantages consentis aux ménages les plus nantis. Donc on a redistribué vers le bas les dépenses publiques. Et alors, la démarche consistait à protéger, disons, les groupes les plus vulnérables de la société, et c'était donc au détriment, si l'on peut dire, de la classe moyenne ou de la classe disons des classes sociales les plus nanties. Donc pour cette dernière, il y a eu peut-être un alourdissement de la charge fiscale. Il y a eu d'ailleurs l'impôt sur les bénéfices d'entreprise a augmenté. Mais enfin, c'était essentiellement les revenus, en tout cas les ménages les plus riches, les plus fortunés qui ont été plus touchés, alors qu'à l'inverse, les plus modestes ont même été protégés en plus. Et puis alors, ceux qui n'avaient rien d'autre, qui n'ont rien d'autre que l'assistance, eh bien, leurs pensions ont été revalorisées, enfin surtout celles qui jusqu'à 20% dans certains cas. Alors, le but de cette démarche était de veiller à ce que ceux qui étaient les plus susceptibles de se retrouver dans la destitution complète, eh bien, ou de passer sous la ligne de la pauvreté, sous le seuil de pauvreté, veiller à ce qu'il y ait des retraites minimum, que le salaire minimum soit également revalorisé, peut-être pas autant. Contrairement à ce qui s'est passé en Irlande, où au contraire le salaire minimum lui-même a été désindexé et a même diminué. Les allocations chômage ont légèrement augmenté, encore une fois, pour viser ces classes qui étaient particulièrement touchées. On pouvait toucher le chômage pendant 2 ans à la date de la crise. Eh bien, on a prolongé de 2 ans jusqu'à 4 ans, donc, pendant lesquels un chômeur pouvait percevoir ces allocations. C'était une façon, donc, de protéger les gens les plus vulnérables. Donc, on peut constater que la plupart des allocations et des prestations sociales ont été concentrées sur les revenus les moins élevés. On a par contre réduit les prestations, par exemple les prestations de retraite pour les personnes les plus fortunées. Un certain nombre de mesures ont été prises également pour alléger la dette des ménages. L'endettement des ménages en Islande est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. De sorte qu'après le début de la crise, l'inflation était montée à 20% environ, un peu moins l'année suivante. Et cela a mené à une véritable explosion du montant des prêts à rembourser par les ménages, donc un fardeau
de la dette pour les ménages qui devenait beaucoup plus lourd. Et par ailleurs, ces ménages avaient perdu une bonne partie de leurs revenus dans bien des cas, ce qui les mettait en position très inconfortable. Il y avait donc une pression sur le gouvernement visant à trouver des solutions. Les autorités ont donc mis en œuvre un programme que le FMI a décrit comme étant le plus généreux depuis ceux qui avaient été mis en œuvre en 1935 par Roosevelt. Principale caractéristique de ce dispositif, la possibilité de voir votre dette réduite, mais seulement pour les personnes qui étaient véritablement dans les situations les plus vulnérables, qui avaient une valeur nette de leur foyer qui était relativement parlant la moins élevée, qui avait le plus d'enfants. Là, il était possible de bénéficier d'un allègement de la dette. Et en même temps, les autorités ont pris en charge une partie des intérêts sur les crédits qui avaient été pris par les ménages. On constate donc une série de mesures coordonnées qui concernaient différents aspects de la protection sociale. Enfin, il y a eu également ce que l'on voit souvent dans les pays scandinaves, c'est-à-dire des niveaux de chômage qui sont historiquement tellement élevés qu'il y a une faible nécessité de prendre des mesures permettant le retour à l'emploi, ce qu'on appelle des mesures d'activation, qui se sont pourtant avérées nécessaires dans ce contexte. Alors voici une représentation en valeur réelle à prix constant des dépenses sociales et de leur évolution d'une année sur l'autre. En noir, vous avez donc toutes les allocations, toutes les différentes formes de transfert vers les ménages, la retraite minimum, les allocations de chômage, etc., etc. Il y a eu, comme vous pouvez le voir par ailleurs, des réductions des dépenses d'éducation et de santé qui étaient l'une et l'autre à des niveaux assez élevés en Islande avant la crise par rapport à d'autres pays de l'OCDE. Une approche sélective donc qui a permis de tirer le meilleur parti des ressources de l'État en matière de protection sociale en ciblant les ménages les plus défavorisés, quitte à réduire le niveau des prestations sociales générales telles que l'éducation et la santé. Et là, il y avait une marge de réduction qui était utilisable dans un premier temps. La deuxième année, les effectifs ont été réduits également dans ces domaines. Le domaine de la santé actuellement en Islande est sous une telle pression que les gens sont presque à perdre la raison. Il serait extrêmement difficile d'aller plus loin. Les autorités n'avaient pas l'intention d'augmenter les dépenses en matière de santé l'année dernière, mais une très forte pression sociale s'est faite sentir, ce qui les a obligés en 2013 à augmenter le budget de la santé. Voici donc l'évolution de la répartition des impôts entre différentes catégories de revenus, avec une charge fiscale plus forte à la suite de ces évolutions pour les catégories de revenus plus élevées. Vous pouvez constater que sur la gauche, vous avez les 10% dont le revenu est le plus faible, avec des niveaux d'imposition qui étaient en 2007 de 3% environ en impôts directs. Et là, on est passé en 2010, donc les barres noires que vous voyez là, à moins 3%. Et cela est dû essentiellement
aux allocations familiales pour les familles avec enfants. Deuxième décile, un passage de 10,5% à 7%. Et quand on traverse les différents déciles jusqu'au 6e décile, on voit qu'il y a encore une légère réduction entre 2007 et 2010. Et par contre, à partir de là, les taux d'imposition augmentent de façon particulièrement marquée pour les 10%, les mieux lotis, et plus encore pour les 1% dont les niveaux de revenus sont les plus élevés. En tout cas, cette disposition a porté ses fruits. Ici, vous avez le niveau de prise en charge de la dette par les autorités, donc la proportion des intérêts sur les crédits hypothécaires qui étaient pris en charge par les autorités sous forme de subventions, de bonification des taux d'intérêt, avec un passage de ces taux de 27% à quelques 12% en 2005 et une reprise par la suite. Les autorités payaient environ un tiers de ces intérêts sur les crédits hypothécaires. Ces chiffres valent pour le ménage moyen. Les ménages dont les revenus étaient plus faibles étaient pris en charge à un niveau supérieur qui pouvait atteindre 45% de ces intérêts, ce qui a été d'un grand secours pour ces ménages au plus fort de la crise. Le niveau d'endettement total des ménages est représenté ici avec différents pays qui sont également représentés à des fins comparatives. L'Islande figure en noir en pourcentage du PIB. Donc vous avez l'évolution de la dette des ménages avec cette poussée au plus fort de la bulle suite à l'action des banques qui distribuaient à tour de bras du financement bien au-delà de ce qui aurait été raisonnable, avec un pic atteint en 2009 qui est retombé de quelques 20% depuis lors. Et vous pouvez constater que certains pays, comme le Danemark par exemple, avaient atteint des niveaux encore supérieurs et sont restés pendant toute cette période à des niveaux d'endettement supérieurs pour les ménages que ceux que l'on trouve en Islande. Les autorités islandaises aujourd'hui sont en train de procéder à la mise en œuvre d'autres mesures pour réduire encore plus avant les niveaux d'endettement des ménages. L'objectif fixé à cet égard étant une réduction supplémentaire de quelques 20%. En tout cas, c'était ce qui avait été mis en avant par ce nouveau gouvernement. Les mesures sont en voie de mise en œuvre, même si la réduction n'atteindra sans doute pas 20%. Elle pourrait bien aller jusqu'à 15% environ pendant les 3 années à venir, avec une mise en œuvre progressive. Ce qui nous permettrait donc de revenir à des niveaux un peu moins exagérés d'endettement. Nous avons évidemment beaucoup trop de dettes, mais c'est un peu un phénomène caractéristique des sociétés d'aujourd'hui. Si l'on regarde maintenant les inégalités en termes de revenus, celles-ci ont augmenté très rapidement pendant toute la période de la bulle économique, ce qui paraît tout à fait logique, puisque cette bulle bénéficie essentiellement aux catégories de revenus les plus élevées, qui sont les plus à même de se livrer à des activités spéculatives,
les 10 ou 12% les mieux lotis en Islande étaient sans doute ceux qui participaient activement à cette spéculation et qui ont réalisé des gains conséquents tant que cela était possible jusqu'en 2007. Mais dans un même temps, les autorités avaient abaissé le niveau d'imposition applicable à ces catégories aux plus hauts revenus. Vous avez ici donc une représentation du coefficient de Gini avec les revenus, le revenu disponible. On passe de 0,2 environ à 0,4 sur une période très courte. Et cela, lorsque l'on inclut les plus-values, ce sont donc les barres noires que vous voyez là, les grises, elles, représentant le coefficient de Gini, en laissant de côté les plus-values de capital. On constate donc que ces inégalités très marquées se sont très largement estompées après la crise de 2008. D'une part à cause de la baisse des recettes financières, mais également du fait des politiques en matière de fiscalité et d'allocation mises en œuvre par les autorités. Ce qui nous ramène à cette stratégie de redistribution, d'égalisation, de rééquilibrage qui est si caractéristique des politiques mises en œuvre en Islande, avec un rééquilibrage des différentiels de revenus entre 2008 et 2011 qui a vu le coefficient de Gini baisser de presque 19%, plus de deux fois, presque deux fois ce qu'on a vu dans le pays qui était le plus proche en termes de réalisation à cet égard, à savoir la Lituanie. Et quand on regarde au bas de ce tableau, ce qui se passe, on constate que certains pays se sont tirés de la crise au prix d'un creusement des inégalités. Si vous regardez la Hongrie, l'Irlande, eh bien, les dépenses sociales et les politiques fiscales ont abouti à alourdir le fardeau imposé aux catégories les moins bien loties. On voit la même chose pour la Grèce, pour Chypre, pour la Slovénie. Mais l'Islande n'était pas seule à agir de cette façon. La Lettonie, la Lituanie ont également agi dans ce sens, même si le contexte était quelque peu différent. Je voulais également vous montrer, toujours dans un esprit comparatif, ce qu'il en est des situations respectives de l'Islande et des États-Unis pour ce qui est des 1% de revenus les plus élevés. Donc, pourcentage, ce sont les chiffres de Piketty et Saez. Nous avons pris des chiffres analogues pour l'Islande pour la période qui va depuis 1993. Tous les revenus imposables, y compris les plus-values, sont pris en compte avant impôt. Et on constate que l'Islande, qui figure ici en noir, part d'une situation plus égalitaire, plus équitable en termes de répartition des revenus. Mais après la fin des années 90, il y a une accélération très marquée en Islande, beaucoup plus que celle que l'on avait constatée aux États-Unis ou d'ailleurs au Royaume-Uni également, après les gouvernements Reagan et Thatcher qui avaient également mis en œuvre des politiques qui creusaient les inégalités. Et au pic de cette bulle, en 2007, c'est 1% en Islande, ça accaparait quelques 20% des revenus. Aux États-Unis, les chiffres étaient encore plus élevés, puisque l'on était à 23%, 23,5%.
du total qui revenait aux 1% les mieux lotis. Mais il est également intéressant de voir ce qui s'est passé après la crise, c'est-à-dire un léger recul passager aux États-Unis qui a vu par la suite les niveaux retrouver leur situation d'avant la crise quasiment, tandis qu'en Islande, on constate que même si l'on n'est pas encore revenu au niveau du début des années 90, la situation s'est beaucoup améliorée. L'OCDE avait abouti finalement parfois à mettre en avant des arguments favorables aux inégalités qui étaient considérés à l'époque comme pouvant promouvoir la croissance. Cette position a été revue depuis lors, l'OCDE étant plutôt favorable à l'idée d'éviter de trop creuser les inégalités. Quelques enseignements donc à tirer de l'expérience islandaise, cette stratégie de redistribution caractéristique qui faisait partie des promesses mises en avant par le nouveau gouvernement qui est arrivé au pouvoir tout de suite après la crise et qui s'était engagé à protéger les ménages les plus vulnérables. La façon dont cela était décrit était comme une politique de protection sociale de type scandinave avec une combinaison de mesures de relance et d'austérité. Et le fait justement que certaines dépenses soient réduites a atténué la nécessité de mettre en œuvre des politiques d'austérité, mais a également atténué par effet de rebond, d'une certaine façon, les effets négatifs qu'aurait eu une telle politique d'austérité. Donc c'est une approche qui, conformément à la doctrine keynésienne, permet de faire un usage plus efficace des ressources qui sont mises en œuvre. Les résultats obtenus l'ont été en ciblant les dépenses les mieux adaptées, qui sont donc conservées, et en réduisant celles qui ne sont plus essentielles. Il est toujours évidemment difficile d'opérer ces choix. Les économistes de marché évoquent toujours tout un éventail d'arguments pour s'opposer à une augmentation des taux d'imposition qui sont considérés comme l'un des pires maux qui soit. Par contre, on voit, d'après cette expérience, que si on augmente le niveau d'imposition appliqué à ceux qui peuvent se permettre de prendre en charge une telle fiscalité, bien cela fonctionne. Et la même chose vaut d'ailleurs pour les entreprises. Si celles-ci ne réalisent pas de bénéfices, elles ne sont pas imposables de toute façon. Mais pour celles qui sont profitables, il y en avait pendant cette période, notamment dans le secteur exportateur, eh bien, il était possible d'absorber une augmentation des impôts. Pour ce qui est des ménages les plus exposés, les efforts de protection ont été couronnés de succès. On s'attendait à une augmentation massive de la pauvreté qui ne s'est pas concrétisée. Le taux de pauvreté relatif, le pourcentage de la population qui était conforme aux critères de pauvreté était de 10% traditionnellement en Islande et retombé à quelques 8%, ce qui est cohérent avec le ciblage des allocations pendant cette période. Et pour ce qu'il en est de l'augmentation des pensions, du seuil des pensions, il y avait beaucoup de femmes retraitées qui n'avaient pas eu l'occasion de travailler tout au long de leur vie, qui n'avaient donc que de maigres pensions de retraite.
Et grâce à ces mesures, elles ont pu rester au-dessus de ce seuil de pauvreté, le niveau de pauvreté passant de 15% à environ 4 ou 5% pendant cette période. Les mesures d'allègement de la dette des ménages, là aussi, avaient un caractère redistributif et nous avons vu un certain nombre d'efforts couronnés de succès pour ce qui est de la création d'emplois. Tout cela essentiellement de par les politiques adoptées par les autorités en menant parfois des consultations avec les partenaires sociaux, les syndicats, la fédération du patronat. Nous avons des syndicats qui sont forts en Islande comme dans d'autres pays du Nord. Et cela a pu jouer sur le résultat final. En tout cas, nous avons vu le chômage maintenu à des niveaux faibles et un retour de la croissance. Merci de votre attention. Merci Stéphane. Beaucoup de données très intéressantes qui montrent à quel point la période qui a précédé la crise était inhabituelle, exceptionnelle, et à quel point l'on peut relever un certain nombre d'évolutions qui mériteront sans doute d'être vérifiées sur le terrain à plus long terme par des études macroéconomiques. Pour ce qui est du marché du travail, par exemple, il est toujours intéressant de pouvoir se pencher de plus près sur les solutions mises en œuvre par les acteurs. Par exemple, aux États-Unis, certains ont été obligés de prendre 2 ou 3 emplois pour s'en sortir. Donc la vie quotidienne concrète peut nous éclairer sur ces aspects. Il est également intéressant de voir que les politiques, les hommes politiques islandais se sont vantés de l'efficacité de ces mesures. Je me souviens qu'à Davos, l'année dernière, le Premier ministre avait parlé de ce succès islandais qui ne reposait plus sur la bulle financière évidemment, mais sur la gestion réussie de la crise financière. Et il est quelque peu ironique d'ailleurs de voir que Grayson était donc au pouvoir avant et également après cette crise. Je m'étonne d'ailleurs de voir qu'il n'y ait pas de représentants des autorités françaises dans la salle qui auraient pu sans doute s'inspirer de certaines de ces idées. Par exemple, si on proposait une réduction de la dette des ménages de 20% en France, on pourrait sans doute gagner quelques votes. Cela dit, il y a peut-être des personnes ici qui représentent le gouvernement, je n'en sais rien. En tout cas, nous allons pouvoir passer à l'orateur suivant. En tant qu'animateur, je vais choisir de donner la parole à Sébastien. Vous pouvez vous exprimer dans la langue de votre choix. Si vous parlez en français, il faudrait que nous trouvions des écouteurs pour Stéphane. Oui, je vais peut-être m'exprimer en français pour que nous puissions échanger par la suite en anglais. Ce sera plus simple. Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Et je voudrais commencer par une remarque générale. Il serait certainement exagéré de dire que rien n'a changé depuis la crise de 2007-2008 dans le monde. Mais il n'est pas faux de penser que les réformes qui ont été introduites dans un certain nombre de pays, aux États-Unis, en Europe, ne sont peut-être pas à la hauteur de cette crise. Et il n'est pas faux de dire non plus que toutes les leçons n'ont pas été tirées. Autrement dit, on pouvait penser que cette crise serait la crise qui aiderait à fermer la parenthèse néolibérale, et le moins que l'on puisse dire est qu'il n'en est rien. Alors, dans la réflexion, en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette crise a
a suscité pas mal de réflexions, heureusement, et qu'on a beaucoup parlé des États-Unis, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Espagne, beaucoup moins de l'Islande, sauf au plus fort de la crise. Là, on en a parlé. Et puis, dans certains documentaires qui ont révélé la dynamique financière qui a conduit à la crise, à la violence de cette crise. Alors, c'est vrai que l'Islande est un petit pays, de la taille de Nice environ, que c'est un pays périphérique. Et pourtant, c'est vraiment le cas d'une crise d'une rare ampleur, vous l'avez souligné, et c'est aussi une crise dont on peut tirer des leçons générales. Et de ce point de vue-là, la présentation de Stefan Olafsson est absolument passionnante, et je remercie Johan Aucant de m'avoir donné l'occasion de faire quelques commentaires. Ce que j'apprécie, et vraiment en vous écoutant, c'est que derrière cette présentation très mesurée, assez modeste, il y a des thèses, en tout cas une thèse principale qui décoiffe, alors je sais pas, qui est susceptible de déranger, et cette thèse va bien au-delà du cas de l'Islande. Cette thèse, elle permet, si on vous suit, de dépasser le débat entre relance et austérité. C'est vraiment un débat qu'on vit en France ou qu'on vit dans des pays que je connais bien aussi, comme le Japon, comme l'a présenté Johan au départ. Et je dirais d'ailleurs que c'est pas... La solution islandaise n'est pas un mélange des deux, austérité et relance, mais c'est bien ce que vous avez défini, une troisième voie, mais pas celle qu'on nous a vendue à la fin des années 90, donc vraiment une troisième voie. Et ce qui est intéressant, donc cette solution de redistribution, elle est convoquée non pas pour des raisons de justice sociale, mais pour des raisons d'efficacité économique. Et apparemment, vous nous donnez quelques exemples tout à fait convaincants. Voilà, alors ça, c'était des remarques générales. Je vais avoir, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 commentaires et puis 2 ou 3 questions. Alors, premier commentaire, on a toujours, quand on parle d'un petit pays périphérique, on peut croire que c'est vraiment très spécial. Et en essayant de réfléchir un petit peu, après avoir lu le texte, j'ai essayé de faire des rapprochements justement avec les pays que je connais un peu mieux, donc plutôt en Asie orientale. Et c'est vrai que, par exemple, après la crise asiatique de 1997, il est possible d'interpréter les solutions politiques qui ont été trouvées en Corée du Sud dans un sens un peu comparable à ce qui est mis en place en Islande. Alors, ce n'est pas exactement la même chose. Si on est sérieux, si on regarde les détails, ce n'est pas exactement la même chose. Mais en tout cas, on observe en Corée à cette époque, quelques années après la crise, plutôt 99-2000, la mise en place, alors là pour le coup, le point de départ était différent, la mise en place d'une nouvelle forme de système de protection sociale, voire d'État-providence, comme solution à la crise. Pour dire la vérité, c'est aussi la solution coréenne à l'époque, il y avait deux pieds, 2 jambes, il y avait la protection sociale, mais il y avait aussi une phase de libéralisation. Donc c'est pas exactement. Plus intéressant, aujourd'hui en Corée, on revient au débat sur la protection sociale, sur la redistribution, dans un pays où les inégalités ont très fortement augmenté ces dernières années. Et sans trop caricaturer, le débat est presque le suivant. Il n'est pas formulé comme ça, mais presque, on attend encore un peu. C'est de se dire, ce pays qui dépense beaucoup d'argent dans la recherche et développement, dans l'innovation, certaines voix s'élèvent pour dire, en Corée du Sud, mais peut-être qu'on a été un peu trop loin et qu'il suffirait de redistribuer un petit peu une part du revenu national pour s'assurer un niveau de croissance plus élevé. Voilà. Donc en tout cas, ce commentaire, c'est pour dire que vraiment, je milite dans le sens que ce n'est pas le cas particulier de l'Islande. On peut trouver
ce type de discussion ailleurs. Il suffit de pousser un peu le raisonnement. Deuxième commentaire, alors pareil, c'est encore un peu ma fibre asiatique. Je dirais un peu malheureusement, dans les termes de politique économique ces dernières années, ces 2-3 dernières années, la politique économique dont on a le plus parlé, c'est ce qu'on a appelé les Abenomics au Japon. Et alors, ce n'est pas le lieu de détailler, mais en gros, vous savez que c'est le débat, enfin, la solution proposée n'a rien à voir avec celle de l'Islande. C'est une politique, apparemment, une politique monétaire extrêmement accommodante et avec une réponse. Il y a aussi une question de dette publique et on adopte une politique budgétaire qui devrait graduellement tourner vers l'austérité avec l'augmentation des impôts, mais on le fait de façon graduée. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et puis après, il y a le classique de la réforme structurelle. Eh bien, cette Abenomics, c'est un succès momentané. Je pense que les mois et les années à venir nous diront que c'était quelque chose de très fragile. Donc c'est avant tout pour moi plutôt un succès marketing, plus qu'un succès de politique économique. Mais le point commun, c'est que ça se traduit par une forme de dévaluation de la monnaie. Alors en tout cas, il y a une perte de la valeur du yen. Ça n'a pas été une dévaluation telle qu'elle a été effectuée pour l'Islande. Mais il y a cette question qu'on ne peut pas traiter dans le cadre européen, mais qui malgré tout revient de façon lancinante, la question de la valeur de la monnaie et du taux de change. Alors j'en viens maintenant à mes questions. Première question, et c'est la plus importante pour moi, j'ai lu certains autres de vos articles et j'ai adoré, mais l'article que vous nous avez présenté aujourd'hui, l'économie politique est absente. Et je sais que c'est volontaire, vous ne vouliez pas tout traiter. Or, il nous manque quelque chose dans votre exposé. C'est comment est-ce possible ? Quelle est l'économie politique de la mise en œuvre de cette politique ? Alors, je dirais, quelle est l'économie politique de la conception ? Comment conçoit-on la redistribution comme une réponse à la crise ? Et puis 2, quand vous nous montrez les graphiques où, d'abord, on voit la réduction des inégalités et surtout le tax burden, donc le poids fiscal qui est très différent suivant les groupes concernés, comment est-ce possible, comment il a été possible de le mettre en œuvre ? On voit qu'en France, théoriquement, on a élu un président qui a justement mis en avant la question de la redistribution, mais qu'à la premier simili de manifestation, il a rangé consciencieusement son projet, si jamais ce projet avait existé. Donc, ça nous paraît important pour nous convaincre de la généralité de cette solution. Deuxième question, peut-être un peu plus théorique, je dirais, c'est est-ce que cette stratégie de redistribution, en fait, ça ne peut pas être interprété comme une forme de changement dans le système de protection sociale islandais ? C'est finalement une transformation du système de protection sociale qui était peut-être beaucoup plus vaste et qui maintenant a tendance à se concentrer sur un objectif, faire en sorte que le moins de personnes possible descendent en dessous de la ligne de pauvreté. Troisième question, c'est quelque chose que vous avez abordé, mais j'étais un tout petit peu frustré, c'est la question de la dette. Et qui prend plusieurs formes, dette publique, la dette des ménages, la dette des entreprises. Et je dirais, alors c'est une question absolument centrale dans beaucoup de pays, et il faut en tirer toutes les conséquences. Et alors, encore une fois, excusez-moi de revenir toujours un peu aux mêmes références, mais donc, dans le cas du Japon, vous savez, donc, il y a ce montant de la dette publique qui est extrêmement élevé, plus de 2 années de PIB, mais il y a aussi un endettement des entreprises et des ménages. Et on a introduit le terme que j'ai du mal à traduire en français, mais d'un processus de deleveraging, donc de réduction des dettes. Et plusieurs économistes ont montré que si cette phase de réduction de la dette devient la priorité, ça risque
de modifier la trajectoire de l'économie. On se concentre sur la réduction de la dette et ça peut, par exemple, favoriser l'entrée en déflation, dans une forme de déflation. Alors, est-ce que les niveaux de dette que vous décrivez ne risquent pas de modifier, en tout cas de compliquer la réussite de cette politique économique, parce que les acteurs, donc en gros, ce que je dis, je ne rentre pas dans les termes techniques, mais ça renvoie à des questions de modèle d'ajustement de l'économie, et il se peut que les acteurs, indépendamment des politiques économiques, ne regardent que la dette et que ça puisse nourrir une spirale, ce qu'on appelle la debt deflation, que ça puisse conduire à une spirale déflationniste. Est-ce que c'est un risque qui menace cette stratégie de sortie de crise ? Peut-être ça sera ma quatrième et dernière question. Il y en aura d'autres, mais ça sera peut-être pour la suite. C'est moi ce qui me frappe dans ce que vous avez présenté, surtout dans la première partie, c'est la diversité des trajectoires nationales, notamment en Europe. Des groupes de pays qui connaissent une crise très très forte et qui en sortent assez vite, des pays où la crise a été moins forte, comme la France par exemple. La France, dans un premier temps, a été moins touchée par la crise, mais apparemment aura beaucoup plus de mal à en sortir. Et là encore, ça me fait penser à cette crise asiatique de 1997, où on a vu toute une variété de crises, et notamment la Corée du Sud était du côté de l'Islande, avec une crise très violente, extrêmement violente, mais avec un rebond rapide. Et ma question est la suivante. Est-ce que cette diversité, c'est lié à des différences de politique publique, de politique économique, ou est-ce lié à des différences de structure ? Et j'avoue qu'en ayant été formé dans un cadre donc, comme le rappelait Johan, de théorie de la régulation, qui elle-même s'inspire de l'école des annales, cette école historique française, on a envie de se rappeler ce résultat fort donc de cette théorie économique et de ce courant historique, c'est que les crises sont souvent les révélateurs de la structure, la crise comme révélateur d'une structure, ou la structure apparaissant, se révélant à travers la forme que prend la crise. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que finalement ce que vous décrivez là, est-ce seulement le résultat de politiques publiques audacieuses et bien menées, ou est-ce que ça révèle des structures de l'économie islandaise que vous ne nous avez pas d'ailleurs décrites dans votre présentation? En tout cas, j'ai vraiment apprécié, ça nourrit pour moi beaucoup de réflexions sur mes études sur les économies asiatiques, et je suis vraiment ravi de pouvoir discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien pour cette première salve de commentaires et de questions. Je pense que comme on est tout à fait dans les temps, on va passer au deuxième discutant tout de suite, et puis ensuite peut-être ouvrir le débat à la salle, et Stéphane Olafsson pourra prendre le temps de répondre à vos questions même à ce moment-là. Donc Daniel. Merci beaucoup. Je vais m'adresser, quand même, je vais parler en anglais. Ça va être plus facile pour vous de répondre, mais on pourra discuter en français plus tard. Okay, so thanks very much for your presentation. Merci beaucoup de votre présentation. J'ai trouvé vraiment passionnant de vous écouter, d'ailleurs d'écouter les remarques de notre premier discutant. J'ai été un petit peu perplexe, enfin, de mon point de vue en tant que sociologue de la politique, en écoutant ce que vous nous disiez, mais également en visitant l'Islande, ce que j'ai eu l'occasion de faire à 2 reprises depuis la crise, en abordant les conditions dans lesquelles ces politiques économiques et sociales ont été mises en œuvre de façon aussi rapide, de contraster ce qui se passe là d'où je viens, en Amérique du Nord. Donc aux États-Unis, nous avons vu le président Obama tenter de prendre un certain nombre de mesures de redistribution qui n'ont pas véritablement porté leurs fruits dans le cadre des politiques économiques. Dans d'autres pays, comme en France par exemple, la redistribution a été placée au cœur du débat sur la relance économique et sur
la sortie de la crise économique et financière. J'en reviens donc d'une certaine façon à l'une des questions que posait Sébastien, qui me paraît finalement la plus importante qui soit. Quelle est l'économie politique de cette réforme et qu'est-ce qui l'a rendue possible? Peut-être y a-t-il des facteurs institutionnels qui entrent en ligne de compte, liés à la nature des partis politiques, à la culture politique islandaise. Ce serait peut-être un contraste intéressant à souligner avec les États-Unis où le caractère partisan du débat politique est beaucoup plus marqué. Des questions qui tournent donc autour de la culture politique, des institutions politiques, mais également de la société islandaise et de la façon dont elle fonctionne. Je pense à la solidarité, non pas au sens abstrait, mais sous des formes très concrètes. La façon dont les gens ont pu réagir à la crise en essayant de s'organiser entre eux, de se constituer en organisation pour faire réagir les politiques avec des manifestations qui, sans être véritablement violentes, étaient, dirons-nous, assez rock'n'roll, entre guillemets. Et nous avons vu, de ce fait, des réactions de la part des autorités. Comment est-ce que tout cela est entré en ligne de compte? La culture politique, la pression de la rue, mais aussi cette solidarité qui est relativement marquée dans ce pays, à la population relativement réduite, avec environ 300 000 personnes. Et puis, la notion d'identité nationale également en Islande. Je me demande si tous ces éléments ont pu contribuer à créer un contexte politique qui a mis la redistribution au cœur des préoccupations. D'où une autre question. Est-ce que tout cela a été posé de façon explicite dès le départ? En tant qu'Islandais, nous allons réagir face à cette crise, en tout cas en partie, par des mesures de redistribution, même si cela veut dire des sacrifices, notamment pour les plus nantis, certaines mesures de type politique d'austérité, réduction de certaines dépenses, réduction des effectifs dans certains secteurs, réduction du nombre des lits d'hôpital, par exemple. Est-ce que tout cela partait d'une préoccupation par rapport à la solidarité et à la redistribution? Pour citer le président Obama, puisque je suis nord-américain, il a souvent dit « nous sommes tous dans la même barque ». Donc même si le terme de solidarité en tant que tel n'est pas évoqué, il y a là une forme de conscience de la solidarité. Je me demande s'il y avait un consensus politique très fort autour de ces questions, s'il y a eu une certaine résistance éventuellement de la part des riches. Par exemple, aux États-Unis, nous savons qu'il y a des centaines de milliers de millionnaires dont le nombre dépasse ainsi la population entière de l'Islande et de loin. Mais j'aurais voulu savoir s'il y a eu un véritable débat approfondi autour de la redistribution ou bien si celle-ci a fait l'objet d'un consensus dès le départ. Vous parliez par exemple du monde des entreprises et de l'augmentation de l'impôt sur les sociétés. Et je me demande ce qu'il en est également pour les plus nantis. Autre question, les débats économiques en Islande. Mark Blight avait écrit un excellent ouvrage sur l'austérité qui était assez critique. Et dans son premier livre, Great Transformations, il parlait de l'incertitude économique et des crises économiques et de la façon dont ces contextes peuvent conduire à une évolution très marquée de la façon dont les gens pensent à l'économie politique, à leurs propres préférences et avoir également une influence sur la façon dont ils perçoivent la nature de leurs problèmes. Je me demande ce qu'il en est dans un pays de petite taille tel que l'Islande. Blight, dans son ouvrage, fait des comparaisons entre la Suède et les États-Unis. Là aussi, la Suède est évidemment de taille beaucoup moins importante que les États-Unis. Et Blight montre que
dans les années 80-90, lorsque la Suède était confrontée à une crise économique, dans le monde universitaire, il y avait des débats qui tournaient autour du rôle du marché pour trouver une solution à la crise. Et dans son livre, il a montré qu'il a suffi que qu'un ou deux des grands spécialistes économiques interviennent sur ces questions pour faire évoluer la pensée dominante avec une sorte d'effet domino au sein de la communauté des économistes, des spécialistes de l'économie en Suède. Et en Islande, je me demande comment les choses se sont passées. Qui définit ces politiques? Quels sont les acteurs? Peut-être en faites-vous partie. Je ne voudrais pas mettre à jour des choses qui doivent rester confidentielles, mais qui définit ces politiques? Qui les conçoit? Vous parliez du rôle du FMI qui avait laissé les décideurs en Islande aboutir à leur propre décision en matière d'action à mettre en œuvre. Est-ce que les décideurs en Islande se sont inspirés de sources externes dans d'autres pays? Ont fait venir des spécialistes d'ailleurs? Est-ce qu'ils ont simplement fait venir des personnes du FMI et de la Banque mondiale? Comment est-ce qu'ils se sont attelés à la définition de toutes ces mesures à mettre en œuvre? Y avait-il là simplement une réaction par rapport à la pression sociale? Je sais que les choses étaient assez tendues à un moment donné au plus fort de la crise. Vous nous avez décrit un déroulement relativement harmonieux de la mise en œuvre de ces politiques, mais il reste qu'il y a dû y avoir, en tout cas au départ, un élément d'incertitude qui entrait en ligne de compte. Et je me demande comment tout cela a pu se régler, comment est-ce que tout le monde a pu en arriver à une sorte de compromis qui a pu faire l'objet d'un consensus. Quelle est la nature de ce consensus? Est-il très fort? Est-ce que vous pensez qu'il sera amené à durer? Est-ce que les plus nantis vont s'organiser pour essayer d'obtenir des réductions d'impôts? Peut-être qu'ils pourraient invoquer l'amélioration de l'économie pour justifier une telle perspective. La même chose pourrait valoir pour les entreprises. Est-ce que nous aurions là quelque chose qui serait appelé à durer assez longtemps, un consensus durable, ou bien quelque chose de plus transitoire? Et je m'interroge également sur le paysage budgétaire, sur cette lutte contre les inégalités. Est-ce que, maintenant que la pression est retombée, cela pourrait donner une voix plus forte au secteur des entreprises, aux personnes les plus nantis, pour invoquer une légitimité qui leur permettrait de récupérer un peu de revenus, de ressources, étant donné leur contribution à la prospérité du pays? Où en est-on du débat autour de la redistribution fiscale? Vous parliez également du secteur de la santé et des pressions qui se font jour avec l'appel à davantage de financement de l'État pour ce secteur. Est-ce que tout cela pourrait aboutir à faire dérailler d'une certaine façon ce modèle, puisque vous invoquiez une forme d'équilibre qui aurait été trouvée par l'Islande face à la tempête politico-économique? Maintenant que les eaux sont plus calmes, peut-être y a-t-il à bord du vaisseau des pirates, non pas un parti pirate, mais des acteurs qui essaieraient de faire évoluer la trajectoire du navire et qui feraient valoir l'idée selon laquelle ce modèle pouvait se justifier à titre temporaire, étant donné les temps difficiles que connaissait le pays, mais que désormais, avec l'amélioration de la situation, le moment serait venu de revenir au business as usual, et notamment à des réductions d'impôts. Donc c'est d'une certaine façon une seule et même question que je déplie sous différents aspects en m'exprimant ainsi. L'Islande est un pays magnifique, j'ai eu la chance de m'y rendre. Je vous encourage les uns et les autres à faire le voyage vous aussi, mais je ne suis pas du tout spécialiste de l'Islande.
ou de cette partie du monde. Et comme le disait Sébastien, je crois qu'il y a certainement des éclairages à rechercher dans d'autres contextes à partir de ce qu'a vécu l'Islande, même si en même temps il y a des caractéristiques uniques, ce qui nous ramène aux déterminants institutionnels, politiques, culturels de chaque pays. Qu'est-ce qui est caractéristique de l'Islande? Quelles sont les trajectoires envisageables pour cette période postérieure à la crise? Du coup, Daniel, je crois que ça fait déjà une bonne base de discussion. Ça déplace le débat aussi sur le terrain de la décision politique et des idées. On peut se demander finalement, quand on regarde comment la scène politique islandaise a été troublée, c'est un euphémisme pendant les années de crise, comment on a pu réussir précisément avec un gouvernement de coalition où les partis ne s'entendaient pas bien entre eux, où la question de l'adhésion à l'Union européenne était sur la scène et extrêmement polémique, où on traduisait pour la première fois peut-être dans les pays occidentaux, enfin en tout cas dans une crise économique, un ancien Premier ministre dans la haute cour de justice, on essayait de réformer la Constitution, etc. Comment est-ce qu'on arrive à mener des politiques anti-crise cohérentes qui aboutissent à des résultats de ce type? C'est effectivement quelque chose d'assez étonnant. Et peut-être que ça renvoie à la remarque judicieuse de Sébastien, back to structure. Et effectivement, on était dans une période relativement exceptionnelle durant les années 90 et 2000 de dérégulation, mais avant cela, il y avait quand même une base très solide, un État-providence, une solidarité sociale, un niveau d'égalité sociale relativement élevé, des forts taux de syndicalisation, etc., des institutions qui marchent. Tout ça, évidemment, n'a pas disparu complètement pendant cette période des années 90-2000. Alors, je propose peut-être qu'on ouvre la discussion, qu'on prenne peut-être un premier tour de questions, et puis que Stéphane tente de répondre aussi aux remarques qui viennent de lui être faites. S'il y a des questions. Vers Prat, Paris, ça marche là, oui. Je voudrais reposer la question de Okonte, au sens... Le taux de chômage était à 5%, il est monté à 8% et il est ramené à 5%. Donc, quels sont les emplois qui ont été créés? Parce que s'il n'y a pas d'emplois créés, le taux de chômage monte et la réduction de la relance publique retombe. Ce qui se passe un petit peu en France, toute proportion gardée avec les chiffres, quoi. Et là, je voudrais citer des termes du débat qui ont été dits, parce que je suis allé en Islande avec une conférence que j'ai organisée et d'autres, mais c'est pour donner les éléments du débat et de la délibération sociale à l'époque. Parce que l'Islande, 150 000, on disait à l'époque des pêcheurs qui vivent de l'exportation de la morue et autres, quoi. Pêcheurs d'Islande. Et la politique néolibérale initiée, je n'ai pas les dates exactes, mais c'est l'idée qu'il faut trouver d'autres produits économiques, donc il faut se mettre en financiarisation. Et l'Islande a fonctionné comme plateforme financière avec le relais New York, Irlande et autres. Ils ont fait du trading finances entre deux. Et ils ont gagné de l'argent. Et après, ils ont plongé très vite. Et le plongeon très vite est lié à ça, c'est qu'ils ont monté très vite en spéculation, en trading. Et donc, le débat au cœur de la crise, donc 2007-2008, que vous portiez et vos collègues, c'est de dire où est-ce qu'on va? On va à nos futurs, comme les jeunes ici. Et la réponse que vous cherchiez, c'était retour au passé. Est-ce qu'on va revenir vers le modèle scandinave? Vous avez convoqué vos collègues, donc faire de la redistribution. Mais vous cherchez à ajuster cette redistribution. Donc là, vous donnez un peu les résultats et autres. Mais on voit bien qu'il y avait une incertitude sur le modèle de développement. Est-ce qu'on refait de la finance ou est-ce qu'on refait du welfare communautaire comme chez les Scandinaves? Je dis ça, c'est pour reposer la question de l'emploi, parce que la question de l'emploi est liée au modèle de développement. Je vais être plus concret. Les métiers de la finance qu'on gagnait sur le trading, est-ce qu'ils sont toujours dans la finance ou dans quoi ils se seront convertis? Est-ce que la pollution des pêcheurs s'est accrue? Vous avez fait plus d'export ou pas? Ou est-ce que vous avez trouvé un nouveau gisement, un geyser d'emploi que nous, on n'a pas? J'arrête là parce que... Peut-être qu'on peut laisser Stéphane répondre. Déjà, il y a eu beaucoup de questions et puis on en prendra d'autres par la suite s'il y a lieu. Cette question est intéressante. Je peux peut-être le dire en français. Bon. L'industrie, on m'a dit quand j'étais en Islande qu'on avait beaucoup investi dans l'industrie touristique parce que aussi comme la devise était dévalorisée, c'était moins cher pour les gens pour visiter l'Islande et qu'on voulait créer beaucoup d'emplois dans le domaine touristique. Est-ce que ça s'est matérialisé? Est-ce que c'est parce qu'on le fait aussi dans d'autres pays évidemment qui ont souffert de la crise, comme vous le savez. Mais je me demandais si justement il y avait eu des emplois qui avaient été créés dans le secteur touristique ou si c'était plus un mythe qu'autre chose.
Stéphane, I don't know how you want to deal with all these questions at the same time. Stéphane, vous avez du pain sur la planche. Je ne sais pas si vous arriverez à répondre You can à do toutes it ces in a questions. selective way. Peut-être pouvez-vous y répondre de manière sélective. Alors, certaines des questions qui m'ont été posées par Sébastien et Roland se chevauchaient un petit peu, donc je vais essayer d'y répondre en même temps. Mais avant d'y répondre, Sébastien m'a demandé finalement ce qu'était la base théorique, où était l'économie politique qui sous-tendait le choix qui a été celui du gouvernement islandais face à la crise. Il faut bien voir que lorsque l'on parle d'économie politique, il faut bien se dire qu'il n'y avait pas, par rapport à la crise, une démarche holistique qui avait été savamment construite pour tenir compte, pour intégrer tous les problèmes, et ensuite elle a été mise en œuvre par les autorités. Alors, dans une certaine mesure, le plan de redressement du FMI, lui, était holistique, mais il était essentiellement focalisé sur la dette publique, ou plutôt le déficit public de l'Islande. Donc, quand vous cherchez un substrat théorique, finalement, l'économie politique qui sous-tendait ce choix, il faut bien se dire que ça n'était pas la continuité d'une politique existante, c'était véritablement une espèce de révolution, puisqu'un choc est intervenu en 2008, choc que personne n'attendait. Alors, on s'attendait peut-être à des problèmes dans la mesure où des problèmes avaient été constatés depuis plus d'un an dans les milieux financiers. Il y avait la crise du crédit en particulier, le credit crunch, mais personne ne prévoyait l'ampleur du choc. Alors, effectivement, il y a eu un bouleversement social. Vous avez eu des manifestations, vous avez eu des exigences où là, on a demandé à ce qu'on remette les choses à plat, et c'était un peu contre les banques, la Banque centrale, les agences de notation. Enfin, on a demandé des comptes à tout le monde. Et face à cela, le gouvernement n'a eu d'autre recours que de démissionner. En 2009, il a dû alors qu'il détenait une majorité au Parlement, eh bien, le gouvernement s'est incliné, et c'est l'opposition qui a repris le pouvoir à titre transitoire, donc en février, et des élections ont été prévues pour le mois d'avril. Donc il y avait un gouvernement d'intérim composé de partis qui n'étaient pas ceux de la majorité. Donc c'était une alliance socio-démocrate entre les sociodémocrates et les Verts, les écologistes. C'est une alliance qui paraît courante en Scandinavie, mais enfin, chez nous, nous n'avions pas eu ce type d'alliance par le passé. Toujours est-il que donc ce gouvernement transitoire, essentiellement, s'est vu donner mandat par les hordes, par les foules hurlantes, de remettre de l'ordre dans la maison islandaise. Et l'objectif a été surtout de protéger les ménages. Alors, d'autres auraient peut-être voulu que l'on reconstruise l'industrie, en se disant qu'il fallait d'abord gérer la faillite du système financier, du système industriel, et que par ricochet, les ménages s'en sortiraient. Et certains gouvernements ont bien dit, on ne peut pas vivre sans les banques. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans bien des cas, dans bien des pays, la première démarche a été de reconstruire les banques et l'activité économique. Alors, les deux côtés de la chose ont été vus. On a protégé les foyers, les ménages plutôt, mais
Mais bien entendu, et c'était une lourde tâche, il a fallu remettre sur pied les établissements bancaires. Alors, à propos, en Irlande, c'était le leitmotiv, c'était qu'il fallait que les banques soient là pour que l'économie continue de tourner, alors que véritablement l'accent a été mis en Islande sur la protection des ménages. Et là, effectivement, cela supposait de mettre en place des politiques appropriées. Alors, est-ce qu'elles étaient liées à la culture sociale islandaise, à la philosophie économique? Alors, certainement, il y avait une dimension culturelle. L'Islande est une société très égalitaire, et c'est vrai d'ailleurs dans les pays scandinaves également, dans une certaine mesure. Donc, il y avait de cela aussi. Et de ce fait, et je ne trouverais peut-être pas ça ailleurs. Il y a également une véritable solidarité qui détermine dans une large mesure les grands choix sociaux et qui consiste donc à protéger d'abord les plus vulnérables. Donc ça, cette démarche était là et c'était la priorité. Et c'est vrai que pendant les 100 premiers jours de la crise, eh bien, la crise a été gérée comme Roosevelt avait géré la crise aux États-Unis en 1933 avec son New Deal. On a voulu redonner de l'espoir et une protection aux plus pauvres. Alors, il faut voir que les politiques se faisaient un petit peu au coup par coup dans des sociétés à petite échelle. Eh bien, la population locale peut faire entendre sa voix parce qu'elle est finalement assez importante et finalement les solutions étaient trouvées. Alors, c'était un petit peu comme si c'était un gouvernement, disons, d'État-providence qui reconstruisait sur les décombres d'une économie néolibérale qui s'était introduite peu à peu dans les années 90, enfin depuis les années 90 jusqu'à cette crise de 2008, une politique donc de libéralisme qu'on appelle de laisser-faire où chacun était libre de faire ce qu'il voulait avec les résultats catastrophiques que l'on connaissait. Et c'était un petit peu, on aurait pu le penser, une parenthèse qui se fermait à ce moment-là. Enfin, le gouvernement se présentait comme un gouvernement de protection sociale à la scandinave et donc dont la priorité était de protéger les ménages et en particulier les ménages les plus démunis. Certes, c'était sa priorité, mais il ne faut pas oublier que les décideurs n'étaient pas des économistes keynésiens, disons, compétents. Enfin, on voyait qu'il y avait eu un élargissement des inégalités sociales et qu'il fallait il fallait y remédier. Mais il s'est trouvé que cette démarche qui consistait à réduire les inégalités sociales avait eu des effets positifs sur l'économie en général. Donc, c'était un corollaire heureux, mais il n'était peut-être pas calculé de cette façon-là. Je me rappelle avoir participé à une conférence, d'ailleurs j'étais d'ailleurs le rapporteur de cette conférence où on s'interrogeait sur la façon dont les politiques économiques donnaient des résultats et on a essayé de lire ça avec une grille de lecture keynésienne et la classe politique était très flattée, trouvait ça très, très intéressant, mais enfin en même temps elle ne s'y reconnaissait pas exactement. Autrement dit, les politiques qui avaient mis en place ces politiques n'étaient pas des keynésiens chevronnés et les économistes du FMI avaient peut-être leur théorie, les économistes islandais avaient également leurs propres idées sur la situation financière, mais enfin le résultat c'est que par cette concertation on est arrivé peu à peu à ce résultat. Alors vous avez également posé la question de savoir comment le fardeau, la charge fiscale a pu, disons, se décaler sensiblement vers les classes les plus nanties. Et là encore, j'avais présenté une conférence à New York et lorsque j'ai dit que la charge fiscale du premier centile, c'est-à-dire du 1% les plus riches du pays
était passé de 13 à 35%, mais les auditeurs américains n'en croyaient pas leurs oreilles. Mais comment était-ce possible de faire passer une chose pareille? Non, aux États-Unis, c'est quelque chose qui en a ébouriffé plus d'un, j'ai dû répéter, la question m'a été posée 3 fois dessus parce que les gens n'en croyaient littéralement pas leurs oreilles. Donc il y avait effectivement un déplacement de la charge fiscale. Il faut bien se rappeler qu'on avait longtemps parlé des allègements fiscaux consentis aux entreprises pour favoriser le développement économique. Et évidemment, c'était peut-être un renversement de la tendance. Alors, on me demande si ce genre de mesure peut se maintenir dans la durée. Bien sûr que non. Les classes sociales les plus élevées ou les milieux des entreprises se sont insurgés contre ces mesures. Et la classe politique à droite s'est également élevée contre ces démarches en se plaignant de ce gouvernement qui se proposait de nous sortir de la crise à coups d'impôts. Alors évidemment, vu sous cet angle-là, ça paraissait une politique malheureuse. Alors il ne faut pas oublier que cette opposition virulente de la droite contrôlait les médias et la presse, donc évidemment sa voix se faisait entendre très clairement. Mais pour autant, on a essayé de présenter les choses différemment parce que ça n'était pas... En réalité, il y avait un décalage, même si l'ensemble de la charge ou des recettes fiscales restaient les mêmes, elles étaient un peu décalées. Une certaine presse a voulu donner l'impression que tout le pays était tiré vers le bas par un alourdissement de la dette ou de l'impôt. Alors le nouveau gouvernement est en fait issu du précédent, de celui qui avait démissionné au moment de la crise. Alors ce nouveau gouvernement élu est moins égalitaire et mieux, et plus conciliant et mieux disposé envers le milieu des affaires. Mais enfin quand même, il y a eu un souci d'assurer l'emploi peut-être en donnant un coup de pouce aux entreprises, et il y a eu un léger dégrèvement, une légère réduction, disons, de l'impôt sur les entreprises et les ménages les plus nantis. Encore que de l'autre côté, on a vu un peu se renier certains des aménagements sociaux qui avaient été consentis. À propos, cela n'a pas été sans réaction, notamment les enseignants ont fait grève pour se plaindre. Bon, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses, d'une certaine façon, lorsque l'on exerce des pressions sur le système social, eh bien, on peut s'imaginer que les allègements fiscaux ne seront peut-être pas aussi rapides. Les choses se feront de manière peut-être plus progressive, plus graduelle. Alors, en tout cas, pour revenir à la question d'économie politique, le discours néolibéral, il faut se dire que les Islandais de ce côté-là n'acceptent pas, si vous voulez, la responsabilité de la crise. C'est-à-dire que les États-Unis, le Cato Institute, la Heritage Foundation, on peut leur présenter tous les arguments par A plus B que c'est à eux d'assumer la charge de la dette encourue. C'est un argument entièrement rejeté par les économistes islandais. Alors avant de répondre à la deuxième question, celle que m'avait posée Sébastien sur la réforme du système de protection sociale. Alors, ces arguments qui étaient mis en avant consistaient à dire que les ressources étant limitées, il était important de les concentrer davantage qu'auparavant sur les catégories les plus défavorisées. Ce qui voulait dire un passage d'un État-providence universel à une action un peu plus ciblée, de type plutôt anglo-saxon. Et c'est sans doute regrettable, mais c'est une bonne mesure de crise en tout cas. Cela étant, ce n'est
pas vraiment quelque chose qui puisse durer au fil du temps dans un contexte nordique. D'ailleurs, la pression monte. Les retraités, ceux qui ne sont pas les moins bien lotis, mais qui ont des pensions de retraite moyennes, souhaitent que celles-ci reviennent à leur niveau antérieur. Là, il n'y a pas de solidarité. Quand on parle de cet aspect-là des choses, les gens souhaitent revenir là où ils étaient auparavant. D'autre part, avec le gouvernement actuel, nous avons vu quelque chose d'un peu déconcertant. Les autorités précédentes avaient été l'objet d'éloges du FMI, de la communauté internationale, et ont perdu les élections l'année dernière, en partie du fait de ces classes moyennes qui avaient le sentiment qui avaient été lésés et auxquels les candidats qui ont remporté les élections avaient promis monts et merveilles, en leur disant que les économies et les secours qui ont été apportés aux plus défavorisés devraient maintenant laisser la place à une action en faveur des classes moyennes. Donc il y aurait une nouvelle redistribution, un réaménagement, quelque chose d'un tout petit peu plus régressif. Il y avait une question sur les gisements d'emploi qui avaient été exploités. Avec la dévaluation de la devise islandaise, les secteurs qui exportent beaucoup s'en sont très bien tirés. Il s'agit de la pêche, des secteurs fortement consommateurs d'énergie, aluminium notamment, mais également du tourisme évidemment, qui a connu de beaux jours, qui se portait très bien avant la crise d'ailleurs, mais qui s'est véritablement envolé à la suite de la crise, puisque les prix avaient baissé du point de vue des étrangers qui se rendaient en Islande. Autrefois, c'était un voyage assez coûteux, mais cela ne l'était plus. Et tout cela a permis de créer de nombreux emplois dans le secteur du tourisme. Quelques emplois ont été créés également dans le secteur de la pêche, mais on ne peut pas vraiment aller beaucoup plus loin que ce que l'on faisait avant. On ne peut pas prendre davantage de poissons, même si on peut aller à la pêche aux touristes supplémentaires, par contre. Et ce qu'ont fait les autorités pour ce qui est de la création d'emplois, étant donné l'affaissement du secteur de la construction, comme souvent en temps de crise, a été d'entreprendre beaucoup de travaux de maintenance, de réfection, de routes, etc. Les principaux entrepreneurs s'étaient lancés, par exemple, dans la construction d'une salle de concert assez extravagante à Reykjavik. Et les autorités, après beaucoup de discussions pendant la crise quant au fait de savoir s'il fallait laisser les travaux en l'état, à moitié terminés, comme une sorte de symbole de la situation assez ridicule qui avait prévalu avant la crise. Ces débats donc ont débouché sur la décision du gouvernement de poursuivre les travaux pour stimuler l'économie. Un certain nombre de maisons de soins, de santé ont été construites également. Donc les autorités ont eu un rôle assez important dans ce secteur de la construction pendant cette période. Et puis vous avez les 1,5% environ de la population qui ont émigré vers la Norvège, où il y a beaucoup de possibilités d'emploi. Le déplacement n'est pas très compliqué vers la Norvège, même si ce n'était qu'un 1,5%. Cela a été utile aussi. Si vous le souhaitez. Merci et bonsoir. Je m'appelle Susanna Penalva, je suis sociologue, je travaille un peu entre la France et l'Argentine.
The sound is back. Maybe you can translate quickly the last part of the question. Yeah, well, it's a discussion about. We have here a specialist of Latin America and saying that you heard the translation before. That Je vais essayer de résumer la question qui vient d'être posée. Donc, il était question de ces comparaisons un peu improbables qui peuvent pour autant s'avérer intéressantes. Et la fin de la question était de demander si des organisations telles que le FMI, la Banque mondiale, ont tiré les enseignements de crises qui s'étaient produites dans d'autres parties du monde, y compris en Argentine. Et si cela avait pu avoir une influence sur leur réaction en temps de crise, y compris dans le cas de l'Islande. Et pour poursuivre dans cette veine, vous parliez des marges d'appréciation très larges qui avaient été laissées aux autorités islandaises par le FMI pour prendre des décisions plutôt que de chercher à imposer telle ou telle approche. Donc quel serait votre point de vue à vous sur, peut-être plus généralement, sur le rôle des organisations internationales dans la réponse à ces crises? Vous avez évoqué donc ce cas islandais qui peut être évocateur d'autres contextes. Sébastien, lui, parlait de l'Asie. Moi, j'évoquais l'Amérique du Nord. Et maintenant, nous avons cet exemple de l'Argentine, encore un très beau pays. Je le dis au passage. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une série d'enseignements que l'on peut tirer de la crise, des longues périodes de crise argentine. Ce qui m'a frappé, c'est le fait que lorsque les économistes se sont, semble-t-il, désintéressés de l'économie au fil de l'histoire et de l'économie financière pendant la période antérieure à la crise. Mais ce qui me frappe pour ma part quand je relis la littérature, Leinath, Rogoff, Kindleberger, Hyman Minsky, d'autres, finalement, toutes ces crises financières se ressemblent beaucoup. On retrouve toujours une même conjonction de facteurs qui se concrétisent dans des contextes institutionnels et culturels différents. Je crois qu'effectivement, on peut apprendre énormément de choses de ces autres exemples. Quand je relis ce qui se passait pendant la période d'envol de l'économie dans les années 20, puis pendant la Grande Dépression, ce qu'il était advenu juste avant, de 1920-1929, ressemble finalement à ce que l'on a vu en Islande pendant la période qui a précédé la crise, avec des acteurs tout à fait analogues qui gagnaient de l'argent sur des fonds qu'ils avaient empruntés, un creusement des inégalités, autant d'éléments qui allaient de pair avec un certain optimisme lié à l'innovation dans le domaine des technologies ou ailleurs. Et peut-être y a-t-il aussi des différences. On pourrait citer une différence entre l'Argentine et l'Islande, à savoir le contexte de la définition des politiques et de la répartition des pouvoirs. En Islande, nous n'avons pas le cas d'un pays très fortement social-démocrate, mais nous sommes pour autant très influencés par les traditions social-démocrates scandinaves. Nous avons un Parlement qui va généralement dans ce sens. Le rôle des syndicats est très important, ce qui nous donne une grande capacité de donner la priorité aux groupes les plus défavorisés. Je ne connais pas très bien le contexte argentin, mais j'imagine que l'on aurait du mal à mettre en œuvre des politiques de cet ordre en Argentine. En tout cas, ce serait certainement le cas aux États-Unis. Peut-être y a-t-il davantage de points communs finalement entre différentes crises financières, même si l'Islande est un petit pays. On retrouve pourtant des logiques tout à fait analogues. La Suède, la Finlande ont connu des crises très profondes dans les années 90. La Finlande a connu jusqu'à 18% de chômage. Et tout cela pendant ces phases de libéralisation à la Reagan, entre guillemets, du secteur financier dans les années 80.
Mais ces pays-là disposaient par ailleurs de cet accent qui était mis dans les politiques sur la protection des plus démunis. Et on a pu critiquer les autorités finlandaises pour avoir porté secours aux banques et non pas aux ménages. Alors à échelle, alors on va être obligé de conclure ici parce qu'il faut qu'on libère nos traducteurs et puis c'est l'heure de terminer. Ito, can I ask you to keep your question for the post-conference? Ito, peut-être que vous pourrez conserver votre question pour la réception post-conférence. Et donc, bonne fin de soirée.